Bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwad Info. Le Soudan a rompu mardi ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. L'armée régulière accuse les paramilitaires FSR d'être à l'origine de nouveaux bombardements aux drones qui ont visé notamment la ville de Port-Soudan, cette ville qui abrite le siège provisoire du gouvernement. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le Soudan rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Une décision qui intervient 3 jours après 3 jours de nouveaux bombardements. Quel rapport avec Abu Dhabi? En fait, il se trouve que depuis quelques semaines, les forces du général Hamdan, qu'on considère un peu comme le Soudan de façon régulière. Je me demande d'ailleurs pourquoi, puisque tous les deux sont des généraux qui étaient dans la même armée, mais lui, il considère que c'est lui le Soudan de façon officielle, ont commencé à reprendre une partie du pays, et en particulier Khartoum. Bon, tout le monde s'est interrogé sur comment Daglo va faire, parce qu'il y a eu quand même des victoires décisives. Ben, à la surprise générale, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ils se sont mis à attaquer le palais présidentiel, d'où ils ont été chassés. Bon, ça, c'était pas totalement une surprise, parce qu'ils n'avaient pas encore pris Khartoum de façon totale, donc on pouvait facilement bombarder le palais présidentiel. Mais quand ils se sont mis à bombarder là où se trouve actuellement le siège du gouvernement, tout le monde s'est posé des questions, parce qu'ils ont bombardé avec des drones sur pratiquement 600 km. Il y a une donne nouvelle qui est là, d'un point de vue militaire. Ce sont ces drones qui leur permettent à distance de pouvoir venir déstabiliser la partie du Soudan qui, entre guillemets, était la plus sûre. C'est là-bas que se trouvent d'ailleurs les sièges des organisations humanitaires. C'est là-bas que se trouvent beaucoup de réfugiés, puisqu'il n'y avait pas de problème à ce niveau pour le moment, au moment de la guerre. Même les bombardements ont été très proches de la résidence du président actuel, le général qui se considère comme étant le président du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Donc c'est dire que au niveau du gouvernement, ils se sont dit, mais attendez, d'où ils peuvent tenir cela? Mais ils n'avaient pas besoin de se poser la question pendant longtemps, parce que pour ceux qui suivent l'actualité, il y a quelques semaines, maximum 1 mois et demi, le même général al-Burhan avait menacé le Tchad de l'attaquer en considérant que les Émirats arabes unis donnent des armes au FSR, les forces rapides là, et que ces armes-là passent par le Tchad. Tout le monde a vu la réaction du Tchad à l'époque, qui a démenti et qui dit qu'ils sont prêts également, s'il faut qu'il y ait un affrontement sur le plan militaire, parce que la réaction de al-Burhan était vraiment une réaction extrêmement forte par rapport au Tchad. Les Émirats arabes unis ont toujours démenti ces informations. Ils ont continué à démentir ces informations. Et qui a raison, qui n'a pas raison, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire que celui-ci ou celui-là a raison. Justement, vous parliez des frappes, ce sont des infrastructures importantes qui sont à présent touchées, mais est-ce que c'est une stratégie nouvelle? Oui, c'est une stratégie nouvelle, puisque ils ne sont plus en position de force au niveau de la capitale. C'était une de leurs forces. Ils ne peuvent pas se déplacer facilement. Parce que d'un point de vue avion militaire, ils n'ont pas grand-chose. C'est l'armée qui a plutôt cette force aérienne. Mais si vous déplacez vos troupes alors que les autres ont les forces aériennes, mais il est clair que eux, ils sont dans les airs, vous êtes au sol, vous allez peut-être descendre 1 ou 2 avions, mais on ne fait pas la guerre avec quelqu'un qui est au ciel avec des hélicoptères et des avions en ayant tout simplement des Kalachnikov, tout simplement. Donc, ils ont changé de stratégie pour pouvoir aller faire mal, et ils l'ont fait. Parce qu'en fait, ils ont bombardé le dépôt de carburant. Tout le monde sait comment le carburant joue un rôle important quand on est en situation de guerre. Ils ont bombardé également la station électrique, de sorte que même le siège du gouvernement est privé d'électricité après ce bombardement. Ils ont bombardé une base militaire qui se trouve également là-bas. Et il y a le port lui-même, Port Soudan, puisque c'est un nom en même temps, qui est également un port à partir duquel l'approvisionnement se faisait. Il y a le seul aéroport fonctionnel se trouvait là-bas. La base militaire qu'ils ont bombardée se trouve au niveau de l'aéroport. Mais en fait,
ils affaiblissent d'un point de vue stratégique les forces du général Abdel Fattah al-Burhan, qui sont leurs opposants. C'est vraiment de la stratégie, c'est une véritable réponse militaire quand les rapports de force ont changé. Mais ces frappes qui sont attribuées par l'armée régulière au FSR n'est pas revendiquée à ce jour. Bon, ils ne l'ont pas revendiqué, mais quand on se rappelle, le responsable des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, avait dit clairement, ils ont pris le palais présidentiel, c'est vrai, mais ce n'est pas fini. Et on le voyait même remonter ses troupes en leur disant non, nous allons gagner cette guerre. Très certainement, il avait déjà sa botte secrète pour pouvoir continuer la guerre, et c'est ce qu'il est en train de montrer présentement. L'annonce du gouvernement soudanais de rompre ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi intervient également au lendemain d'une décision de la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, qui a rejeté une plainte du Soudan accusant Abu Dhabi de complicité de génocide pour son soutien au FSR. Oui, je disais tout à l'heure que l'accusation ne date pas d'aujourd'hui. Puisque le général al-Burhan accuse les FSR d'avoir fait un génocide. Il considère que ceux qui leur ont fourni du matériel sont des complices. Et donc, ils sont allés au niveau de la CJ pour porter plainte contre les FSR, mais porter plainte contre également les Émirats arabes unis comme complices. Mais vous connaissez la saisie, que ce soit la CPI, que ce soit la CIG. La CIG, plutôt, d'un point de vue juridique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En termes de procédure, il faut amener des éléments de preuve indiscutables pour pouvoir les amener à y aller. Ils ont considéré que la plainte était recevable, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas aller dans le fond. Donc, en fait, ici, ils n'ont pas porté de jugement sur la chose. Est-ce qu'il y a génocide? Est-ce qu'il n'y a pas génocide? Il n'y a pas eu de jugement par rapport à cela. Comment est-ce que cette décision peut-elle impacter, avoir de l'impact sur les événements, le déroulement même de la situation au Soudan? En fait, ce que al-Burhan cherche, s'il a des preuves que ce sont les Émirats arabes unis qui arment les FSR, mais une des stratégies, c'est de tarir cela, qu'il ne soit plus en mesure d'avoir un approvisionnement sur le plan militaire. Mais s'il ne peut pas le régler lui-même directement avec les Émirats arabes unis, c'est une façon de les vendre dans la rue, leur mettre la communauté internationale sur le dos pour que tout le monde s'y mette, pour qu'ils arrêtent d'armer. Mais maintenant, le problème, c'est dans la communauté internationale. Qui est le responsable du Soudan? Parce qu'on a deux généraux au Soudan qui se battent dans une transition où ils étaient d'abord ensemble et ils ont accepté ensemble d'empêcher aux civils de continuer la transition. Comme le contrat avait été signé, c'est en ce moment qu'ils ont eu des désaccords entre eux. Qui représente le Soudan officiellement aujourd'hui, ça pose problème. Bien que ce que l'on voit de façon concrète, c'est le général al-Burhan qui semble représenter le Soudan parce qu'on le voit aller en visite, rencontrer un certain nombre de présidents de la République. Donc en fait, il y a une stratégie qui est là de la part de al-Burhan pour que, à défaut de pouvoir seul empêcher aux Émirats arabes unis de financer les FSR, de les mettre à dos par rapport à la communauté internationale pour éventuellement avoir des sanctions, des dénonciations qui vont les amener à ne pas financer, à ne pas approvisionner ses adversaires. Donc une façon de les affaiblir pour pouvoir les gagner sur le terrain. Quelles conséquences peut engendrer cette décision de rompre les relations diplomatiques avec Abu Dhabi? Il n'y aura pas grand-chose. C'est une décision diplomatique, comme on dit, parce que le Soudan aujourd'hui en guerre, 13 millions de personnes déplacées, des dizaines de milliers de morts. Le Soudan a aujourd'hui quelle relation économique avec quel pays? Les populations soudanaises sont en train d'être nourries. Et c'est pourquoi l'attaque du port Soudan même pose problème, parce que c'est par là que passait l'aide humanitaire. Et le Soudan aujourd'hui a véritablement quelle relation avec Abu Dhabi, de sorte qu'en rompant ces relations, ça puisse faire mal à Abu Dhabi? Non. C'est la réaction que l'on a quand on n'est pas d'accord avec un autre pays. Soit on rappelle son ambassadeur, soit on aura les relations diplomatiques en fonction du niveau de la crise, mais ça ne changera absolument pas grand-chose, parce que le Soudan actuel a plutôt besoin de se réconcilier à l'interne avant de parler de relations avec qui que ce soit. Y a-t-il une véritable médiation
en cours actuellement dans le pays? Il y a une médiation, mais il y a plusieurs médiations. Il n'y en a pas une seule. Mais toutes les médiations butent sur ce que je disais tout à l'heure. Al-Burhan se considère comme de façon officielle le président du Soudan. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il est issu d'une transition, il devait céder le pouvoir. Il ne l'a pas fait. Et il considère les FSR comme des terroristes. Donc l'autre général, il le considère comme des terroristes, de sorte que quand on parle de négociations, généralement, il dit non, on ne négocie pas avec ces gens, ils n'ont qu'à déposer d'abord les armes avant qu'on négocie. Les négociations les plus abouties qui avaient permis à ce que l'aide humanitaire passe par le port Soudan dont on parle, qui a été bombardé, ce qui avait bloqué les négociations sur le plan militaire et sur le plan politique, c'était ça. Et entre autres, on dit que Al-Burhan est soutenu par tel et tel pays, le FSR est soutenu par tel et tel autre pays, et les médiateurs, c'était ces pays dont on parle. Donc chacun disait non, le médiateur là, je ne peux pas avoir des négociations avec lui parce qu'il est de ce côté. L'autre disait la même chose et finalement ça a fait capoter les négociations qui au Caire étaient là où il y avait espoir pour qu'il y ait un cessez-le-feu et éventuellement une solution. Situation critique au Soudan. La guerre déclenchée le 15 avril 2023 entre l'armée régulière et les FSR ont plongé près de 13 millions de personnes dans la famine, provoquant donc une des pires catastrophes humanitaires selon l'ONU. Quelles sont selon vous les perspectives de dénouement de cette crise actuelle? La priorité pour moi c'est le côté humanitaire. Parce que ces deux généraux, et certains analystes l'avaient dit dès le départ, et ils sont en train d'avoir raison, chacun est dans la logique de l'élimination de l'autre. Mais même ces bombardements au port Soudan, c'est ça, ils ont raté le gars de très près. Parce que certains des bombardements n'étaient pas loin de sa résidence. Ce qui justifie ce que des analystes avaient dit dès le départ, quand on parlait de négociations, ils avaient dit qu'ils ne s'attendaient pas à une négociation à court terme, parce que c'est des gens qui étaient ensemble, qui ont rompu leurs relations. La logique est de pouvoir éliminer l'autre pour diriger le Soudan. Ça devient un obstacle. Alors que pendant ce temps, mais des millions de citoyens soudanais qui n'ont demandé ni à l'un ni à l'autre parmi ces deux généraux de diriger le Soudan sont en train de rencontrer des difficultés. Certains ont dû même quitter le pays parce qu'il y a des déplacés à l'intérieur, mais il y en a qui sont carrément des réfugiés qui sont à l'extérieur. Pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir aider d'abord ces populations à pouvoir retrouver un semblant de stabilité dans leur vie. L'autre élément, je le dis tout le temps, que l'Union africaine prenne ses responsabilités parce que ces deux pays... L'organisation devrait donc faire davantage. Mais on est à l'intérieur de l'Afrique. J'accepte que d'autres viennent appuyer une médiation de l'Union africaine, mais il faut que l'Union africaine fasse davantage pour qu'on puisse régler ce problème. Et c'est le moment de mettre en place cette force d'attente dont on parle. Parce qu'en fait, dans les médiations, il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand il y a une force qui est là, qui dit aux belligérants, est-ce que vous pouvez écouter? Ils disent non. Vous mettez en place la force, les gens changent de discours. On l'a vu plusieurs fois. Mais actuellement, quand l'Union africaine veut faire de la médiation, presque l'Union africaine n'a aucun moyen de pression par rapport aux belligérants, ce qui fait que vous avez des médiations qui traînent. Et pendant ce temps, les populations rencontrent d'énormes difficultés. Et quand c'est le cas du Soudan, faire parvenir l'aide humanitaire même est un problème. Je ne parle pas de la distribution. Des sanctions, prendre des sanctions visant les deux généraux pourrait être aussi une solution. Mais bien sûr, on parle actuellement de Al-Burhan qui accuse les Émirats arabes unis de donner des armes au FSR. Mais qui donne des armes à Al-Burhan? D'habitude, quand on va arrêter un conflit, puisque tout le monde sait que quand il y a guerre, il faut du matériel, la première chose à faire, c'est de mettre un embargo. Mais on a vu plusieurs fois un embargo dans une guerre, et malgré l'embargo, vous avez des pays qui ont signé l'embargo aux Nations Unies et qui fournissent des armes à une partie ou même aux deux parties, puisqu'on a vu ça. Mais quand on veut arrêter une guerre, c'est la première chose, faire tarir les armes, à défaut que les gens acceptent de signer un cessez-le-feu. S'il n'y a plus de munitions, il n'y a plus d'approvisionnement en armes, les gens seront obligés de changer de discours parce que gagner par la guerre, on le dit facilement, mais sur le terrain, ce n'est jamais aussi facile. La situation humanitaire est critique, mais la vie au Soudan actuellement est-elle au point mort? Mais non, la vie au Soudan,
est-ce qu'on peut dire à quoi ça ressemble? Port-Soudan, qui vient d'être bombardé, par exemple, était la zone où les gens vivaient tranquillement. Dans les témoignages, il y a un vieux, je crois, il avait 64 ans, qui a dit tout simplement, vous voulez que j'aille où? C'était son dernier refuge. Oui, en fait, il est allé partout. Mais la guerre ne se fait déplace pas, voilà, par endroit. Par endroit. Donc, vous venez ici, après la guerre arrive, vous venez là-bas. C'est pourquoi ici, il a dit, vous voulez que j'aille où maintenant? Ça veut dire que ces gens-là vivent aujourd'hui un calvaire qu'on ne peut pas décrire, et il faut travailler à arrêter le calvaire de ces populations au lieu de regarder seulement deux généraux qui, eux, ne sont intéressés que par la prise du pouvoir. La Cour internationale de justice, donc, n'a pas évolué, on va dire un peu, dans ce dossier, mais à quelle fin l'armée régulière doit-elle se tourner à présent? Mais elle ne peut pas se tourner vers quelque chose de plus important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la légitimité de Al-Burhan même est discutable. Elle est discutable. Il fait comme si c'est lui qui représente officiellement le Soudan, alors que pour ceux qui connaissent par où on est passé depuis la chute de Bachir jusqu'à aujourd'hui, il a arraché le pouvoir pour dire les choses comme elles sont. Ce n'est ni lui ni Daglo qui devait être au pouvoir aujourd'hui. C'est cette société civile qui n'est même plus organisée parce qu'elle est totalement dispersée, qui devait actuellement faire la deuxième phase de la transition, et ce n'est malheureusement pas le cas. Même dans certaines médiations, les gens avaient essayé de remettre cette société civile sur pied, si je peux l'appeler ainsi, mais en situation de guerre où tout le monde s'enfuit, tout le monde essaie de sauver sa famille, il n'y a pas une organisation, à part ces deux portions de l'armée soudanaise qui sont capables aujourd'hui d'agir au niveau du pays. Et en tout cas, vous l'insistez, hein, l'Union africaine doit entrer véritablement en jeu. L'Union africaine doit jouer son rôle, même sur les questions humanitaires. Il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Mais il faut forcer les gens à aller ravitailler les populations civiles qui ne sont ni concernés ni intéressés par cet affrontement entre deux généraux. Le droit est là pour le faire. C'est ça qu'on appelle le droit d'ingérence sur le plan humanitaire. Mais on ne le fait pas. On va attendre maintenant que d'autres viennent le faire encore à notre place. Mais quand est-ce que l'Union africaine sera véritablement cette organisation continentale qu'on attend, qui crée des politiques communes pour faire le développement de l'Afrique, mais qui résout également les crises sur le continent africain? Parce qu'on attend cela depuis fort longtemps, et pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.